Bring Orm and your father to another giving Orm a fleet big enough What's the Athena's ocean master? that you're worthy and you're going through the story. It's real. Trident was imbued with the power to command. We had unlocked the secret of unlimited energy. And so, we evolved. It's an ancient recording dating back Order defense. I suppose you want to talk about this, dude. can't believe we finally
Il y a, au fond d'Aquaman, une image plus importante que tous les tridents, tous les requins de guerre et toutes les armées sous-marines, un phare isolé, battu par l'orage, sur une côte du Maine. C'est là qu'un gardien nommé Thomas Curry découvre une femme inconsciente au milieu des rochers. Elle porte une armure impossible, parle d'un royaume situé sous les vagues et regarde le monde de la surface avec la méfiance de quelqu'un qui a grandi sans jamais avoir eu à le connaître. Cette femme s'appelle Atlana. Elle est reine d'Atlantis et pendant quelques années, dans une petite maison tournée vers l'océan, elle devient simplement une femme qui apprend à aimer, à rire, puis à être mère. Cette ouverture donne à Aquaman une force particulière. Avant d'être un film de super-héros, c'est l'histoire d'un enfant né entre deux mondes qui refusent de se regarder. Arthur Curry reçoit de son père la chaleur, les habitudes humaines, le goût des gens ordinaires et une forme de loyauté très simple. De sa mère, il hérite du sang atlante, d'une puissance qui le dépasse et d'un royaume qui considère son existence comme une erreur politique. Son premier conflit n'est donc pas celui d'un héros contre un méchant. C'est la question qui accompagne toute sa vie. Peut-on appartenir à deux familles quand chacune pense que l'autre est une menace ? Le film de James Wan, sorti en 2018 avec Jason Momoa dans le rôle d'Arthur, ne répond pas à cette question par une longue explication savante. Il la transforme en mouvement. La mer devient une frontière, puis un passage, puis un champ de bataille. Le scénario fait traverser à son héros des palais engloutis, un désert brûlant, les ruines d'une civilisation perdue et des abîmes où les hommes n'ont rien à faire. Pourtant, chaque étape ramène Arthur vers la même blessure. Il n'a jamais choisi sa naissance, mais il devra choisir ce qu'il fait de cet héritage. Thomas Curry ne voit pas Atlana comme une souveraine à sauver ou une étrangère à posséder. Il la laisse entrer, il lui offre du thé, il accepte son silence et il ne cherche pas à lui arracher son histoire. Cette simplicité est essentielle. Dans un récit rempli de princes, de conseils royaux et de trahisons, la seule relation qui n'est jamais organisée par le pouvoir est celle de Thomas et d'Atlana. Elle découvre auprès de lui des gestes minuscules, très loin du protocole d'Atlantis. Le foyer humain n'a ni trône ni armée, mais il offre à Atlana une chose que son royaume ne lui a pas accordée. Le droit d'être autre chose qu'un instrument de dynastie. Le bonheur ne dure pas. Des soldats atlantes viennent la chercher. Atlana sait que leur présence finira par mettre Thomas et leur enfant en danger. Alors elle reprend les armes avec une efficacité spectaculaire, repousse les envahisseurs dans la maison même qui symbolisait sa paix, puis quitte l'homme qu'elle aime. Elle promet de revenir. Cette promesse va hanter Thomas pendant des décennies. Chaque jour, il se rendra au quai face à l'horizon, avec une fidélité qui paraît presque déraisonnable. Aquaman n'insiste pas lourdement sur cette attente, mais elle donne au film une émotion discrète. Quelqu'un, à la surface, refuse d'admettre que l'océan lui a définitivement volé ce qu'il aimait. Arthur grandit avec une absence au centre de sa vie. Il apprend vite qu'il n'est pas comme les autres. Dans l'aquarium où son père l'emmène, les poissons s'approchent de la vitre comme s'ils l'avaient reconnu. Plus tard, des camarades tentent de l'humilier, mais les créatures marines réagissent à sa colère et transforment une intimidation d'école en première démonstration de pouvoir. Ce n'est pas seulement une scène amusante. Elle montre que le don d'Arthur n'est pas propre, majestueux ou facile à contrôler. Il surgit sous l'effet d'une émotion. Le garçon qui ne peut pas expliquer qui il est découvre que la mère, elle, semble déjà le comprendre. Adulte, Arthur est devenu un homme que les habitants de la côte connaissent sans vraiment le connaître. Il aime la bière, les bagarres, le danger et les interventions où il peut aider sans devoir accepter de médaille. Dans une scène placée sous l'eau, il sauve les marins d'un sous-marin attaqué par des pirates. Il agit vite, avec une violence directe, sans le discours d'un héros soucieux de son image. Jason Momoa joue Arthur comme une force physique qui préfère l'instinct au calcul. Son Aquaman n'est pas le roi distant de certaines versions anciennes du personnage. C'est un homme de la surface, rude, ironique, volontiers désordonné, qui s'est habitué à rendre service sans jamais s'imaginer gouverner qui que ce soit. Ce refus de la couronne est compréhensible. Arthur a reçu très tôt l'aide de Nuidis Vulko, conseiller d'Atlantis et ancien allié d'Atlana. Vulko lui a appris à se battre sous l'eau, à utiliser sa force et à connaître la langue de son peuple maternel. Mais cette éducation clandestine ne lui a pas offert une place paisible.
Elle lui a surtout montré que l'Atlantide regardait le fils d'Atlana comme un embarras. Arthur sait qu'il est lié à ce monde, mais il n'y a jamais été accueilli comme l'un des siens. Pour lui, réclamer le trône reviendrait à se faire accepter par des gens qui n'ont jamais souhaité son existence. Pendant qu'Arthur vit avec cette distance, les profondeurs s'agitent. L'Atlantide n'est pas un décor bleu uniforme caché sous la mer. Le film l'imagine comme une civilisation gigantesque, lumineuse, construite autour de technologies avancées et d'une mémoire impériale. Les Atlantes ont autrefois vécu à la surface. Lorsque leur puissance a détruit l'équilibre de leur propre monde, une catastrophe les a forcés à s'adapter sous les vagues. Certains ont développé la capacité de respirer dans l'océan. D'autres peuples, séparés au fil des siècles, ont suivi des chemins très différents. Cette histoire commune devrait les unir. Elle les a surtout divisés en royaumes, en rancunes et en intérêts rivaux. Le danger vient du roi Orm, demi-frère d'Arthur et fils d'Atlana. Patrick Wilson lui donne une élégance froide, presque cérémonielle. Orm n'est pas présenté comme un homme qui veut le chaos pour le plaisir de détruire. Il a une accusation précise contre le monde de la surface. Les humains polluent les mers, jettent leurs déchets dans l'océan et mènent des guerres dont les conséquences atteignent ceux qui vivent sous l'eau. Le film lui accorde donc une part de vérité. Les déchets que son peuple remonte vers les côtes ne sont pas une invention de propagande. Ils sont la preuve visible d'un monde terrestre qui a traité la mer comme une poubelle sans imaginer ceux qui pourraient en payer le prix. Mais Orm transforme cette vérité en permission de dominer. Il ne veut pas protéger les océans en négociant avec la surface. Il veut unifier les royaumes sous-marins par la peur afin de mener une guerre totale. Son projet l'amène à convoquer les dirigeants des autres peuples et à se faire appeler Ocean Master, le maître des océans. Le titre sonne comme une promesse d'ordre, mais il cache une ambition impériale. Orm ne cherche pas l'unité parce qu'il respecte les autres royaumes. Il la recherche parce qu'une armée rassemblée sous son commandement lui donnera le droit de décider qui mérite de vivre au-dessus comme au-dessous des vagues. Face à lui se tient Mera, princesse de Xébel et fille du roi Néréus. Elle est officiellement promise à Orm, car leur mariage doit solidifier une alliance. Mais Mera voit ce que les discours royaux tentent de maquiller. Son fiancé prépare une guerre dont personne ne mesurera vraiment le coût. Son père hésite, pris entre la prudence politique et l'inquiétude pour son peuple. Mera, elle, agit. Elle quitte l'Atlantide et cherche Arthur sur la terre ferme. Son arrivée constitue le véritable appel de l'aventure. Mais elle ne ressemble pas à une simple demande d'aide. Mera ne vient pas flatter un héros. Elle vient provoquer un homme qui a choisi de rester à distance. Leur première confrontation possède une énergie révélatrice. Arthur refuse de prendre part aux affaires d'Atlantis et Mera ne se laisse pas impressionner par son sarcasme ni par sa stature. Elle maîtrise l'eau, comprend les codes d'un monde que lui évite et lui rappelle qu'il ne pourra pas éternellement faire semblant que la guerre sous-marine ne le concerne pas. Amber Heard joue Mera avec une détermination qui ne réduit pas le personnage à un simple intérêt amoureux. Dans le mouvement même du récit, elle est celle qui ouvre les portes, lit les signes, propose les directions et oblige Arthur à affronter les responsabilités dont il se moque. Quand Arthur descend enfin à Atlantis avec elle, le film change d'échelle. La caméra l'accompagne dans une ville éclatante, traversée par des poissons, des véhicules et des bâtisses monumentales. Pour Arthur, ce spectacle devrait être un retour aux origines. Pourtant, il y entre comme un intrus. Sa capacité à respirer l'air le distingue. Son accent, ses réflexes et sa manière de se tenir trahissent la surface. Il n'est pas seulement un prince perdu qui retrouve son palais. Il est le fils illégitime d'une histoire que les puissants préféreraient oublier. Vulko l'attend dans un lieu secret, loin des oreilles d'Ormo. Willem Dafoe apporte au personnage une nervosité prudente, celle d'un homme qui a longtemps survécu en cachant ses convictions. Vulko révèle à Arthur que sa mère a été accusée de trahison parce qu'elle a aimé un humain et donné naissance à un enfant métis. Arthur comprend alors que son existence n'a jamais été un détail intime. Elle a changé l'équilibre de la succession. Orm est l'héritier officiellement reconnu. Arthur représente la possibilité d'une autre lignée, un rappel vivant du choix d'Atlana et une menace pour ceux qui veulent réduire Atlantis à une pureté imaginaire.
Vulko veut convaincre Arthur de défier Orm dans le Ring of Fire, l'arène rituelle où un prétendant peut réclamer le pouvoir. Arthur accepte moins par soif de gloire que parce qu'il comprend la gravité du projet d'Orm. Il espère arrêter la guerre avant qu'elle ne commence, puis rentrer à sa vie. Cette motivation limitée est importante. Au début du film, Arthur ne veut pas être roi. Il veut régler un problème. La différence paraît mince, mais elle explique son premier échec. Un royaume ne se gagne pas comme une bagarre de quai. Il exige une vision, une connaissance de soi et la capacité de porter les conséquences de ses décisions. Dans l'arène, Orm est chez lui. La cérémonie est construite pour rappeler à Arthur qu'il combat sur le terrain d'un autre. Les deux frères s'affrontent dans une zone encerclée de flammes, une image étonnante au cœur d'un film aquatique. Le feu isole les combattants comme la politique a isolé leurs deux enfances. Orm utilise un trident, Arthur une arme plus modeste. Arthur se défend avec puissance et répond aux attaques avec cette brutalité spontanée qui lui a toujours permis de survivre. Mais Orm est entraîné, discipliné, soutenu par les lois et les symboles de l'Atlantide. Il ne combat pas uniquement Arthur. Il combat l'idée même que cet homme de la surface pourrait avoir une place dans son royaume. Le duel tourne mal. Orm a l'avantage, blesse Arthur et lui laisse une seule issue, fuir. Meera refuse de le regarder mourir pour une cause qu'il n'a pas encore comprise. Elle déclenche une diversion, le libère et l'entraîne vers la surface. Aux yeux d'Ormo, cette fuite confirme la faiblesse de son frère. Aux yeux d'Arthur, elle devient une humiliation. Il a accepté le combat sans croire au trône, puis a découvert qu'il n'était pas même capable de vaincre celui qui le détenait. La première leçon du film est sévère. Avoir le sang d'un roi ne suffit pas à devenir roi. Cette défaite accélère tous les conflits. Orm utilise l'évasion d'Arthur pour accuser Vulko de trahison. Il enferme l'ancien mentor et consolide son pouvoir. Meera devient une fugitive, ce qui rompt officiellement l'alliance matrimoniale qui devait la lier à Orm. Arthur, lui, se retrouve à nouveau sur la terre ferme, blessé dans son orgueil autant que dans sa chair. Il pourrait disparaître. Il le voudrait presque. Pourtant, Meera n'a pas risqué sa vie pour sauver un homme qui allait retourner tranquillement boire une bière dans son village. Elle lui présente une autre possibilité. Chercher le trident d'Atlan, une arme légendaire liée au premier roi d'Atlantis. La quête du trident ne doit pas être comprise comme une chasse au trésor ajouté pour donner au film des cartes et des temples. Elle répond exactement au problème d'Arthur. Orm règne parce qu'il possède le cadre institutionnel, les armées et le soutien de la peur. Arthur ne pourra pas le battre en prétendant être un Atlante de plus. Le trident d'Atlan représente une autorité plus ancienne que les rivalités actuelles. Si Arthur le retrouve, il ne recevra pas seulement une arme. Il recevra une légitimité capable de parler à tous les royaumes, y compris à ceux qu'Ormo essaie de soumettre. Mais avant de suivre cette piste, Arthur doit affronter une conséquence de son sauvetage dans le sous-marin. Le pirate Jesse Kane est mort pendant l'intervention du héros, laissant son fils David Kane avec une rage intacte. David n'est pas une menace née des intrigues d'Atlantis. Il vient de la surface et son ressentiment montre qu'Arthur ne peut pas séparer aussi facilement ses actes héroïques de leurs répercussions. Dans le sous-marin, Arthur a proposé à Jesse de se rendre. Jesse a préféré rester avec une torpille qui allait exploser. David ne retient pas ce choix. Il ne retient qu'une image, un homme surpuissant a laissé son père mourir. David devient Black Manta, même si le film prend le temps de montrer comment cette figure apparaît. Orm le rencontre et comprend immédiatement l'utilité de sa haine. Il lui remet une technologie atlante, un casque capable de projeter des rayons d'énergie et un objectif simple. Retrouver Arthur. C'est l'un des gestes les plus éclairants du personnage d'Ormo. Il condamne les humains pour leurs crimes, mais il n'hésite pas à armer l'un d'eux lorsque cette violence sert son pouvoir. Son mépris de la surface n'est donc pas une morale cohérente. C'est une idéologie disponible qu'il adapte à ses intérêts. Arthur et Meera commencent leur recherche sur une île lointaine, guidés par un artefact laissé par Atlana. Entre eux, le contraste est évident. Meera examine, traduit, écoute les récits anciens. Arthur se moque des énigmes, préfère avancer et se méfie de tout ce qui ressemble à une prophétie. Pourtant, leur alliance fonctionne parce qu'aucun des deux ne possède seul ce dont l'autre a besoin. Meera connaît les traditions et les chemins du royaume sous-marin, mais elle a vécu toute sa vie loin des gestes ordinaires de la surface.
Arthur comprend les gens, l'improvisation et la liberté, mais il ignore la moitié de son héritage. Leur voyage n'est pas une romance imposée par le scénario, c'est une éducation croisée. Le premier indice les mène à la Sicile, dans une scène qui permet au film de respirer après les palais engloutis et les complots royaux. Meera découvre un monde terrestre qui n'est pas seulement celui de la pollution et de la guerre décrite par Orme. Elle goûte à des fleurs, s'arrête devant les couleurs, observe les marchés et s'étonne de petits objets que les humains utilisent sans y penser. Ces moments ont quelque chose de léger, mais ils remplissent une fonction nette. Meera voit que la surface n'est pas une abstraction ennemie. Elle est faite de personnes, de villes, d'histoires et de beauté. Cela ne fait pas disparaître les dégâts causés aux océans. Cela empêche simplement la guerre d'hormones de se présenter comme une réponse sans victime. Dans les ruines siciliennes, Arthur et Meera découvrent le mécanisme qui révèle une nouvelle direction. La scène évoque les grands récits d'aventure. Un monument ancien, une inscription à déchiffrer, une image qui devient une carte. James Wan ne cherche pas à dissimuler ce plaisir. Aquaman assume le goût des légendes, des royaumes perdus et des objets mythiques. Cette tonalité explique en partie pourquoi le film se distingue des histoires de super-héros plus sombres de la même période. Il ne demande pas au spectateur de croire que l'Atlantide serait réaliste au sens strict. Il lui demande d'accepter qu'un monde impossible puisse être cohérent avec ses propres règles. Le repos est bref. Black Manta les retrouve et lance une attaque dans les rues et sur les toits de la ville. Son casque rouge découpe l'espace avec ses rayons, tandis qu'Arthur tente de protéger Meera et les habitants autour d'eux. Le combat est important parce qu'il oblige Arthur à combattre dans le monde qu'il connaît, face à un adversaire qui vient aussi de la surface. Black Manta ne sait pas encore qu'Ormone le manipule. Arthur, lui, comprend que son affrontement avec Atlantis a déjà contaminé sa vie terrestre. Le sous-marin, les pirates, la mort de Jesse Kane, l'armure donnée par Orme, tout se rejoint. Arthur ne vainc pas David en lui faisant un grand discours. Il survit à son assaut, retourne sa force contre lui et le précipite loin de la falaise. Le film laisse volontairement son destin ouvert. Black Manta n'est pas encore le rival pleinement développé qu'il peut devenir. Il est une colère qui a trouvé une arme et cette colère n'est pas apaisée. Le héros, de son côté, n'obtient aucun soulagement après le combat. Chaque victoire lui rappelle que quelqu'un peut la regarder comme une injustice. La carte les conduit alors vers le Sahara. À première vue, envoyer Aquaman dans le désert paraît presque absurde. C'est précisément ce qui rend l'étape intéressante. Arthur, associé à l'eau depuis son nom jusqu'à ses pouvoirs, doit chercher la trace du premier roi dans l'endroit le plus éloigné de la mer. Le film matérialise ainsi une idée simple. Ses racines ne se trouvent pas uniquement dans ce qu'il sait déjà faire. Pour comprendre l'Atlantide, Arthur doit quitter l'océan, accepter l'inconfort et suivre une histoire dont il n'est pas le centre immédiat. Dans un ancien site caché sous le sable, Meera et Arthur découvrent l'image d'Atlan, souverain fondateur devenu figure presque mythique. La légende raconte qu'il a créé un trident immense et qu'il a tenté d'unir les royaumes. Mais son pouvoir a aussi été lié à une catastrophe, à l'effondrement d'une civilisation trop sûre d'elle-même. Le récit ne présente donc pas Atlan comme un ancêtre parfait. Son héritage est une promesse et un avertissement. Arthur ne cherche pas seulement l'objet d'un roi. Il s'approche d'un passé qui montre ce qui arrive lorsqu'un pouvoir gigantesque oublie toute limite. Cette avancée leur attire les forces d'Ormo. Les soldats atlantes localisent les fugitifs et attaquent le site. Arthur et Meera n'ont plus le temps de choisir leur route avec calme. Pour échapper à leurs poursuivants, ils se jettent dans une zone de l'océan que même les Atlantes redoutent, le territoire de la fosse. À partir de là, Aquaman abandonne le confort de l'aventure lumineuse pour entrer dans une nuit marine où chaque décision semble pouvoir engloutir les personnages. La fosse est l'un des endroits où le film montre le plus clairement son goût pour les contrastes. L'Atlantide était vaste, éclairée, presque souveraine dans sa manière de présenter l'océan comme un espace de civilisation. Ici, il n'y a plus de villes splendides ni de cérémonies. Il n'y a que l'obscurité, des épaves, des silhouettes rapides et une multitude de créatures qui se déplacent avec l'appétit du Nord. Les habitants de la fosse descendent eux aussi des anciens Atlantes, mais leur évolution a pris une forme monstrueuse.
La séparation des royaumes ne représente donc pas seulement une différence de drapeau ou de tradition. Elle a transformé les corps, les instincts et les peurs. Arthur et Mera sont poursuivis dans ce couloir noir par une masse innombrable. La scène n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Elle repose sur une idée très physique. Même un homme capable de tenir tête à des soldats atlantes peut devenir minuscule lorsqu'il se trouve face à une mer entière qui veut le dévorer. Arthur ne peut pas gagner ce combat en frappant plus fort. Il doit protéger Mera, trouver une sortie et accepter que sa puissance connaît des limites. Cette vulnérabilité donne à l'action une tension que les duels précédents n'avaient pas. Contre Orm, il était inférieur à un adversaire précis. Dans la fosse, il est dépassé par le monde lui-même. Le véhicule qu'ils utilisent est endommagé et le passage vers la sécurité paraît impossible. Mera prend alors une décision extrême. Elle comprend que la seule issue passe par le portail qui mène à la mer cachée où Atlan serait encore lié à son trident. Arthur hésite, non par lâcheté, mais parce que la route semble être un sacrifice déguisé. Ils n'ont aucune garantie de survivre. Pourtant, rester signifie être englouti. Le film resserre ainsi la logique de la quête. À ce stade, Arthur ne poursuit plus une légende parce qu'il serait curieux. Il a brûlé les ponts, perdu sa place sur terre et sous l'eau, et il ne peut avancer qu'en traversant la partie la plus dangereuse de son propre héritage. Avant ce saut, le récit revient brièvement à Atlantis, où Orm avance sans se cacher. Il a déjà mis Vulko hors d'état de l'aider et récupéré le soutien de plusieurs peuples. Sa méthode est simple, presque brutale dans sa clarté. Il crée une crise, présente la guerre comme inévitable, puis réclame les pouvoirs nécessaires pour la conduire. Dans un conseil de dirigeants, il provoque le roi des pêcheurs, Riku, qui refuse de se soumettre. Orm le défie selon les règles du combat rituel et le tue. Ce meurtre n'est pas une explosion de rage, c'est une démonstration calculée. Tous les rois présents comprennent que le maître des océans ne leur demande pas une alliance. Il leur donne le choix entre l'obéissance et la disparition. Après la mort de Riku, la reine des pêcheurs accepte le pouvoir d'Orm pour sauver son peuple. Son geste ne doit pas être lu comme une faiblesse. Le film montre une souveraine placée devant une décision impossible. Préserver une autonomie symbolique et risquer un carnage immédiat, ou céder pour que ses sujets vivent. Orm obtient ainsi une victoire politique, mais elle repose sur la peur. Son armée grandit, ses couleurs se répandent et son discours semble triompher. Pourtant, chaque royaume qu'il rallie de force le rend aussi plus dépendant d'une démonstration permanente de puissance. Un tyran qui règne par la crainte ne peut jamais se permettre d'être vu comme vulnérable. Mera et Arthur franchissent le portail. L'image qui les attend renverse tout ce qu'ils viennent de traverser. Au cœur des profondeurs se trouve une mer intérieure éclairée par une lumière inconnue, protégée du reste du monde depuis des siècles. Le désert caché sous les vagues, les restes d'une cité antique et l'étendue lumineuse composent un espace presque impossible à classer. Ce n'est ni la surface ni l'Atlantide moderne. C'est un tombeau vivant, le lieu où le passé s'est retiré pour ne plus être atteint. Ils y découvrent que la légende d'Atlan n'est pas seulement une légende. Le roi est présent sous une forme transmise par les eaux, une conscience qui peut encore parler à celui qui s'approche de son héritage. Arthur lui demande le trident. La réponse d'Atlan n'est pas celle que reçoit un élu dans une histoire facile. Il ne lui tend pas l'arme. Il lui rappelle que le trident ne doit pas appartenir à quelqu'un qui en ferait seulement une preuve de force. Pour l'atteindre, Arthur devra dépasser le gardien du lieu, la Karatène, une créature gigantesque qui a connu l'Ancien Monde et qui n'a aucune raison de faire confiance à un nouveau prétendant. La Karatène est une créature immense, capable de parler à Arthur parce qu'il possède le don rare de communiquer avec les êtres marins. Ce pouvoir, montré au début comme une facilité spectaculaire, reçoit ici un sens plus profond. Arthur ne commande pas la Karatène comme on commande une arme. Il l'écoute. Il comprend sa colère, son isolement et la mémoire qu'elle porte. Là où Orm veut faire de chaque espèce une pièce de son armée, Arthur entre en relation avec une créature que tous les autres ont réduite à une menace. La différence entre les deux frères devient soudain très concrète. L'un rassemble pour dominer, l'autre écoute pour être reconnu. La Karatène ne l'épargne pas par gentillesse.
Arthur doit supporter son hostilité, rester debout dans un lieu où le moindre mouvement de cette créature peut l'écraser et démontrer qu'il n'est pas venu voler le pouvoir d'Atlan. Il parle sans le langage royal, avec une franchise qui correspond à son caractère. Il ne prétend pas être parfait. Il ne promet pas de régler seul tous les conflits. Il veut seulement empêcher Orm de transformer l'océan en machine de guerre. Cette sincérité touche la Karaten parce qu'elle contraste avec les siècles de conquête, de manipulation et de prétention auxquels elle a assisté. Lorsque la créature accepte finalement de le laisser passer, Arthur atteint le trident. La scène ne fonctionne pas seulement parce que l'arme change son apparence ou amplifie sa puissance. Elle marque une métamorphose intérieure. Jusqu'ici, Arthur a porté une armure faite de refus. Refus d'être Atlante, refus d'être roi, refus de se croire responsable d'un monde qu'il a rejeté. En prenant le trident, il ne reçoit pas une identité neuve. Il cesse de fuir la sienne. Il devient capable de réunir le fils du gardien de phare et le fils de la reine bannie, sans devoir sacrifier l'un pour justifier l'autre. Le costume final, plus proche de l'iconographie classique d'Aquaman avec ses couleurs lumineuses, peut sembler un détail visuel. Dans le film, il vaut comme une déclaration. Arthur ne se cache plus derrière une apparence provisoire, celle du combattant qui intervient puis disparaît. Il accepte d'être vu. James Wan choisit de faire de cette image un moment de plaisir assumé, presque mythologique. Après avoir traversé les ruines, la fosse et le doute, le héros remonte avec un symbole clair. Il ne s'agit pas de rendre le personnage plus sérieux en effaçant son côté extravagant. Il s'agit au contraire de prouver que l'extraordinaire peut être porté avec conviction. Pendant ce temps, Meera n'est pas inactive à l'extérieur de ce choix. Elle a trouvé dans Arthur une raison de croire qu'une autre Atlantide est possible. Ce point compte parce que son opposition à Orm n'est jamais présentée comme une simple préférence personnelle. Elle a vu la surface, elle a vu les peuples sous-marins, elle a vu l'usage que son fiancé fait de la peur. Arthur lui offre non pas la certitude d'une victoire, mais une alternative morale. Elle ne suit pas un homme fort. Elle choisit un futur où les royaumes ne seront pas forcés de se définir par la haine d'un ennemi. La progression d'Arthur et Meera est d'autant plus efficace que le film ne les enferme pas trop vite dans une déclaration romantique. Leur proximité naît de ce qu'ils doivent faire ensemble. Dans le désert, elle lui apprend à regarder une légende. Dans la fosse, il devient son bouclier. Dans la mer cachée, ils partagent un risque que personne d'autre ne peut comprendre. Quand leur relation évolue, elle donne donc le sentiment d'avoir été construite par les événements, plutôt que déposée artificiellement entre deux séquences d'action. Le retour d'Arthur vers Atlantis ne se fait pas comme un triomphe tranquille. Orm a déjà lancé les préparatifs d'une guerre contre la surface. Des armées de différentes espèces, des soldats atlantes en armure, des montures marines et des véhicules de combat se rassemblent sous ses ordres. La splendeur du monde sous-marin est désormais tournée vers une fonction militaire. Le film souligne alors l'ampleur du danger. Si Orm réussit, le conflit ne sera pas une querelle de famille. Il deviendra une guerre entre deux civilisations, chacune convaincue que l'autre a commencé l'agression. Cette guerre est exactement ce qu'Arthur doit empêcher, mais il ne possède pas l'armée d'Ormom. Ce qui le distingue, c'est le trident et la reconnaissance de la Karaten. À travers ces deux éléments, il peut parler à des forces qu'Orm méprise ou croit avoir déjà intégrées. Le récit prépare donc un final où la victoire ne dépendra pas uniquement du plus grand coup porté. Arthur devra rendre visible un autre principe de légitimité. Dans un univers où les titres se transmettent par le sang et les alliances, il devra prouver qu'un roi est aussi celui que les autres acceptent de suivre quand tout s'effondre. Avant la bataille, il faut revenir sur la tragédie d'Atlana, car elle éclaire les gestes de ses deux fils. Officiellement, elle a été sacrifiée pour avoir eu Arthur avec Thomas Curry. Orm a grandi avec l'idée que sa mère l'a abandonnée, qu'elle a préféré un monde étranger et un enfant illégitime à son devoir de reine. Cette blessure ne justifie pas ses crimes, mais elle explique une partie de sa rigidité. Pour lui, l'Atlantide doit être pure, forte et disciplinée parce que la moindre ouverture représente le souvenir d'une famille qui s'est brisée. Arthur porte l'autre version de cette perte. Il a vécu avec le manque, mais aussi avec l'amour de Thomas. Il n'a jamais transformé l'absence d'Atlana en programme politique. Il n'a pas eu le luxe d'imaginer une vengeance contre Atlantis.
car son père lui a donné une maison où la rancune n'était pas le seul langage possible. Cette différence éducative est l'un des aspects les plus justes d'Aquaman. Les deux frères ne sont pas séparés seulement par leur sang ou leur royaume. Ils ont appris à répondre à la douleur de manière opposée. Orm veut que le monde rembourse sa blessure. Arthur finit par comprendre qu'il doit empêcher cette blessure de devenir l'héritage de tous les autres. Le film fait alors réapparaître Thomas Curry à son phare. Il n'a pas conscience de tous les royaumes qui se préparent à combattre sous la mer, mais sa présence ramène l'histoire à son noyau humain. Quand il attend Atlana au bord de l'eau, il ne représente pas la surface comme puissance militaire ou pollution aveugle. Il représente une personne capable de rester fidèle à quelqu'un qui vient d'un autre monde. Cette nuance est nécessaire. Si la surface était uniquement coupable et Atlantis uniquement victime, Orm aurait raison. Le récit est plus intéressant parce qu'il montre des humains imparfaits et destructeurs, mais aussi une capacité de lien qui refuse de réduire l'autre à un ennemi. À Atlantis, Vulko attend toujours dans sa prison. Son emprisonnement rappelle le prix de la résistance silencieuse. Pendant des années, il a manœuvré dans l'ombre, formé Arthur et espéré que les choses changeraient sans provoquer d'effondrement. Orm le force à choisir ouvertement. C'est une leçon qui dépasse le personnage. Lorsqu'un pouvoir devient trop dangereux, la prudence peut finir par servir ceux qu'elle voulait contenir. Vulko n'est pas lâche, mais son destin montre que la sagesse sans action n'est pas toujours suffisante. Arthur arrive au moment où la bataille est prête à éclater. Son entrée n'est pas discrète. Il vient à la tête de la Karaten et des créatures que les armées d'Ormone n'ont jamais contrôlées. Cette apparition a la force d'une vision ancienne qui revient réclamer sa place dans le présent. Les soldats s'arrêtent, les chefs comprennent que la légende du trident a cessé d'être une fable, et Orm se trouve confronté à ce qu'il redoutait réellement. Il ne craignait pas seulement son frère. Il craignait qu'Arthur devienne le symbole qu'il ne pourra pas combattre avec ses propres règles. La bataille qui s'ouvre rassemble les différentes échelles du film. Elle est familiale, car deux frères se font face. Elle est politique, car des royaumes doivent choisir leur loyauté. Elle est écologique, car l'origine du conflit vient du rapport de la surface à la mer. Elle est mythique, car un ancien roi a laissé une arme qui peut juger les prétendants modernes. James Wan traite ce mélange sans chercher à le rendre discret. Les poissons géants, les armures, les vaisseaux, les monstres et les tridents sont montrés avec un goût clair pour le spectacle. Le film veut que la guerre sous-marine ressemble à une vision que le cinéma de super-héros n'avait pas encore explorée de cette manière. Mais derrière les mouvements d'armée, Arthur garde un objectif plus précis. Il ne doit pas écraser tous ceux qui suivent Orm. Beaucoup ont été entraînés par peur, loyauté familiale ou absence d'alternative. S'il répond à une logique impériale par une logique identique, il ne fera que remplacer un maître des océans par un autre. Le trident lui donne une puissance exceptionnelle, mais l'épreuve consiste à ne pas confondre puissance et droit absolu. C'est là que la quête d'Atlan commence à porter ses fruits. Arthur a été accepté parce qu'il pouvait communiquer. Dans la guerre, il devra montrer qu'il sait aussi arrêter. Lorsque les lignes de combat se rencontrent, le chaos est immense. Les soldats atlantes se déplacent avec une vitesse et une maîtrise qui les rendent presque invincibles. Les peuples alliés d'Ormone apportent leurs propres montures et leurs propres armes. De l'autre côté, la Karaten fend les rangs avec une force ancienne, tandis qu'Arthur utilise le trident pour tenir tête aux unités les plus puissantes. La scène n'est pas seulement un inventaire de créatures. Chaque apparition rappelle que l'océan d'Aquaman n'est jamais vide. Il est peuplé, divisé, vivant, et la décision de quelques dirigeants peut entraîner des milliers d'êtres qui n'ont pas choisi la guerre. Mera rejoint aussi le combat. Son pouvoir de contrôler l'eau paraît plus impressionnant au milieu de l'océan parce qu'elle ne l'utilise pas comme un simple effet. Elle crée des armes, détourne des attaques, sauve des alliés et se déplace avec une précision qui la distingue des combattants plus lourds. Elle n'est pas là pour être sauvée au moment décisif. Elle participe à la chute d'Ormand parce qu'elle a compris, avant beaucoup d'autres, ce que son règne allait coûter. Black Manta, lui, a survécu à la Sicile. La dernière image qui le concerne dans le film le montre recueilli par le docteur Stephen Sheen, scientifique fasciné par l'Atlantide.
David accepte de livrer des informations sur Arthur en échange d'une aide pour retrouver son ennemi. Cette séquence supplémentaire ne ferme rien, elle ouvre une menace. Elle rappelle surtout que les événements d'Aquaman ne disparaissent pas avec la bataille finale. La haine de David existe toujours, nourrie désormais par une humiliation supplémentaire et par la preuve que les légendes atlantes sont réelles. Le combat majeur se concentre enfin sur Arthur et Orm. Leur duel final n'est pas une répétition exacte du Ring of Fire. La première fois, Arthur était venu dans l'arène d'Ormo sans connaître la portée de ce qu'il demandait. Cette fois, il possède le trident, l'expérience de la fosse, la confiance de Mera et la reconnaissance de la Karatène. Orm conserve sa maîtrise, sa rage et une intelligence tactique réelle. Il n'est pas devenu moins dangereux. La différence, c'est qu'Arthur a cessé d'être un homme qui combat uniquement avec ses poings et son instinct. Orm tente d'attaquer avec la certitude que la discipline et la naissance finiront par l'emporter. Il considère encore Arthur comme un usurpateur, un demi-sang qui a trouvé une arme trop grande pour lui. Cette manière de le voir est son dernier aveuglement. Orm croit que la royauté se possède, comme une armure, une arme ou un siège. Arthur vient de démontrer qu'elle se mérite aussi par la capacité de reconnaître ce qui relie des peuples différents. Orm peut commander une armée. Il ne peut pas obtenir cette confiance, parce qu'il n'a jamais cherché à l'inspirer. Le duel les mène à travers les ruines et les structures de l'Atlantide. Orm frappe avec une violence nourrie par l'humiliation, car l'apparition du trident a brisé l'ordre qu'il pensait immuable. Arthur répond, mais il ne cherche plus à prouver qu'il est plus dur que son frère. Il cherche à mettre fin à une guerre. Cette nuance permet à la scène d'éviter le simple concours de puissance. La victoire d'Arthur est déjà visible dans la manière dont les autres le regardent. Les soldats et les dirigeants comprennent qu'il porte l'arme d'Atlan, et l'autorité qu'Ormon croyait monopolisée commence à se dissoudre avant même le coup final. Arthur finit par désarmer Orm. Le geste le plus important vient ensuite. Il pourrait tuer l'homme qui a essayé de le faire exécuter dans le Ring of Fire, qui a emprisonné Vulko et qui prépare une invasion. Il ne le fait pas. Orm a toujours défendu une vision brutale de la royauté, où l'adversaire vaincu doit disparaître afin que le pouvoir ne soit jamais discuté. Arthur refuse cette logique. En épargnant son frère, il transforme sa victoire en décision politique. Il montre au royaume que l'arrivée d'un nouveau roi ne signifie pas la mise en place d'une vengeance inversée. Vulko sort alors de prison et prend Orm en charge. La scène est courte, mais elle ferme le premier grand mouvement du film. L'ancien conseiller qui avait été réduit au silence voit enfin la guerre s'arrêter. Orm est vivant, mais son titre a perdu toute substance. Son projet de domination reposait sur l'image d'un souverain inévitable. Arthur l'a battu devant les armées, avec le trident du premier roi et l'appui des forces que personne ne croyait pouvoir réunir. À partir de cet instant, garder Orm en vie n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que sa chute est complète. Le retournement le plus émotionnel arrive après la bataille. Atlana, que tous croyaient morte depuis des années, réapparaît. Elle a survécu au sacrifice imposé par Atlantis en vivant dans la mer cachée, loin du royaume qui l'avait condamnée. Sa présence explique la fidélité de Thomas Curry, mais elle ne gomme pas le temps perdu. Le film évite le piège d'une réconciliation instantanée où toutes les blessures seraient effacées dès que la famille se retrouve. Atlana revient avec l'ombre de ses choix et de sa disparition. Arthur, qui a grandi sans elle, n'est pas soudain redevenu un enfant. Orm, qui croyait avoir été abandonné, doit comprendre que sa colère s'est construite sur un mensonge politique. La réunion entre Atlana et Thomas est l'un des rares moments où Aquaman ralentit sans être interrompu par un nouvel ennemi. Au quai du phare, l'homme attendait depuis si longtemps que l'image semble presque irréelle. Atlana descend vers lui. Aucun royaume n'est présent, aucun trident n'est nécessaire. Il y a seulement 2 personnes qui ont perdu des années et qui se retrouvent au bord de l'eau qui les a séparées. Pour un film qui aime les grands tableaux, cette conclusion intime est très bien choisie. Elle rappelle que la guerre d'Ormom, la quête d'Arthur et la légende d'Atlan ont toujours commencé avec une femme forcée de quitter l'homme qu'elle aimait. Arthur et Mera s'embrassent après la fin du combat, mais leur place dans le récit dépasse ce moment. Ils deviennent les visages d'un pont entre des communautés que tout semblait pousser à se détester. Arthur ne doit pas renoncer à son père pour accepter Atlantis.
Mera ne doit pas renier Xébel pour défendre la surface. Leur relation n'est pas une solution magique aux tensions entre les mondes, mais elle incarne une possibilité. Le film n'affirme jamais que l'océan et les humains seront soudain en harmonie. Il affirme qu'une guerre annoncée comme inévitable peut être arrêtée si quelqu'un refuse de la traiter comme un destin. La fin d'Aquaman se comprend donc sur plusieurs niveaux. Au niveau le plus immédiat, Arthur retrouve le trident d'Atlan, vainc Orm et prend sa place de roi. Au niveau familial, il rencontre à nouveau sa mère et découvre que l'histoire de son abandon était plus complexe que ce qu'il croyait. Au niveau politique, les royaumes sous-marins échappent à un conquérant qui voulait les unir par la terreur. Et au niveau symbolique, Arthur cesse d'être l'homme qui appartenait à moitié à chaque monde pour devenir celui qui peut parler aux deux sans devoir effacer l'un d'eux. Cette dernière idée explique pourquoi son pouvoir de communiquer avec la vie marine est plus qu'un effet spectaculaire. Au début, Arthur semble simplement avoir un don spécial, les poissons l'écoutent. À la fin, ce don devient la clé de son identité. Là où les autres souverains imposent un ordre à leurs soldats, lui possède une capacité de relation. Il entend les êtres que les grandes structures de pouvoir classent comme des animaux, des monstres ou des ressources militaires. La Karatène le reconnaît parce qu'il ne se présente pas à elle comme un maître. Cette écoute rend crédible, à l'intérieur de la mythologie du film, le fait qu'il soit le seul capable de rassembler les royaumes. Il faut aussi regarder la manière dont Aquaman traite la question écologique. Orm a raison lorsqu'il dénonce les dégâts infligés par les humains aux océans. Le film montre les déchets ramenés à la surface et ne demande pas aux spectateurs de nier ce problème. Mais il refuse d'utiliser la colère écologique comme excuse pour une guerre de conquête. C'est un choix plus nuancé que le simple schéma du héros contre un méchant qui se tromperait sur tout. Orm part d'une blessure réelle, puis choisit de punir indistinctement des populations entières. Arthur ne répond pas en déclarant que la surface est innocente. Il empêche un dirigeant d'instrumentaliser une catastrophe pour obtenir un pouvoir sans limite. Cette ambiguïté rend Orm plus intéressant qu'un adversaire entièrement caricatural. Patrick Wilson le joue avec une retenue calculée. Il parle souvent comme un roi qui croit sincèrement assumer une charge difficile. Ses gestes les plus terribles sont préparés, justifiés par des traditions ou encadrés par une mise en scène politique. Cela le rend dangereux. Un méchant qui hurle sans réfléchir peut être repoussé par un héros plus courageux. Un homme qui transforme son ressentiment en institution, en alliance et en loi, oblige le héros à comprendre le système qu'il a produit. Cependant, le film ne donne jamais à Orm l'excuse complète de son traumatisme. Il est responsable de ses choix. Il a décidé d'armer Black Manta, de mentir au royaume, de tuer Riku et de mener les autres vers une guerre qui renforcerait avant tout son propre prestige. La découverte qu'Atlana est vivante ne le disculpe pas. Elle révèle surtout à quel point son désir de pureté reposait sur des récits arrangés par le pouvoir. Orm voulait défendre une Atlantide idéale, mais cette Atlantide n'existait déjà plus. Elle avait été bâtie sur des secrets, des sacrifices et l'exclusion de ceux qui dérangeaient la succession. Arthur est l'opposé d'un héros parfait. Il boit trop, provoque facilement, entre dans les conflits sans avoir toujours un plan et traite la noblesse avec une ironie qui peut passer pour de l'immaturité. Le film utilise ses défauts pour éviter d'en faire un prince préfabriqué. Sa trajectoire ne consiste pas à abandonner complètement son tempérament pour devenir une statue royale. Il garde son humour et son impulsion. Ce qui change, c'est la direction de cette énergie. Au début, il utilise sa force pour intervenir là où il juge que c'est nécessaire, puis il repart. À la fin, il comprend que certaines responsabilités ne se règlent pas par une intervention ponctuelle. Elles demandent de rester. Jason Momoa apporte au personnage une présence très différente de l'image, parfois lisse, du super-héros aquatique. Son Arthur n'est pas défini par une sagesse inaccessible. Il est défini par une corporéité, une manière de prendre de la place, de rire après un choc et d'avancer même lorsque la situation le dépasse. Cette interprétation permet au film de faire cohabiter le mythe et une forme d'énergie populaire. Quand Arthur accepte enfin le trident, on ne ressent pas l'arrivée d'un personnage devenu soudain abstrait ou solennel. On voit le même homme, mais avec une conscience plus grande de ce qu'il représente. Mera, elle, est essentielle parce qu'elle ne sert pas à confirmer le héros.
Elle le met constamment à l'épreuve. Elle sait que les traditions d'Atlantis sont riches, mais elle connaît aussi les dangers d'une obéissance aveugle à ces traditions. Sa décision d'aller chercher Arthur est une prise de risque politique. Sa fuite après le Ring of Fire est une trahison du point de vue d'Ormom. Sa participation à la quête du trident montre une capacité d'action qui ne dépend pas des hommes autour d'elle. Dans un film où la lignée et le sang comptent énormément, Mera représente aussi le choix conscient. Elle n'hérite pas seulement d'un rôle, elle décide de ce qu'elle soutient. Vulko occupe une position plus tragique. Il a été le mentor d'Arthur dans l'ombre, mais il a servi le régime qui a exclu l'enfant. Il aime Atlana, ou du moins lui est profondément loyal, et il tente de réparer une injustice sans pouvoir l'affronter ouvertement pendant des années. Son parcours donne au film une autre vision de la loyauté. Être fidèle à une personne ou à un idéal peut demander de se retourner contre les institutions qu'on a longtemps aidé à maintenir. Vulko tarde peut-être à agir, mais il finit par payer le prix de son choix lorsque Orm l'emprisonne. Atlana, enfin, n'est pas seulement une origine mystérieuse placée au début et à la fin. Ses décisions ont fabriqué tout le conflit. Elle a fui un mariage imposé, trouvé un refuge sur la surface, aimé Thomas, eu Arthur, puis tenté de revenir à son devoir pour protéger ceux qu'elle aimait. Le film montre que même une reine peut être enfermée dans des règles qui l'empêchent de choisir sa vie. Son retour casse l'image officielle de son sacrifice. Atlantis a préféré croire qu'elle était morte plutôt que d'affronter les conséquences de la façon dont elle avait été traitée. Dans cette famille, chacun porte donc une version différente du même événement. Thomas a attendu. Arthur a grandi avec une absence. Orm a vécu une blessure devenue rancune. Vulko a conservé le secret. Atlana a survécu dans l'exil. Le scénario relie ces fragments sans les réduire à une explication psychologique facile. Le retour d'Atlana ne guérit pas tout. Il rend simplement une réparation possible. C'est une différence importante. Les grandes histoires d'aventure aiment souvent effacer les pertes par une révélation finale. Aquaman choisit plutôt de dire que la vérité arrive tard, mais qu'elle peut encore empêcher la douleur de décider du futur. Le trident d'Atlante concentre cette idée. Il est l'objet le plus puissant du film, mais son intérêt narratif ne vient pas de sa seule capacité destructrice. Il représente un héritage ancien qui ne doit pas être confondu avec une propriété. Atlan a laissé l'arme comme une épreuve parce qu'il avait vu le pouvoir corrompre des civilisations entières, y compris la sienne. Arthur l'obtient parce qu'il s'est rendu dans la mer cachée sans affirmer qu'il y avait droit. Il gagne une couronne en renonçant d'abord à la certitude qu'elle lui était due. Ce principe répond directement au premier duel dans le Ring of Fire. Arthur perd parce qu'il s'y présente encore comme un homme qui peut résoudre une crise en frappant le responsable. Il n'a pas tort de vouloir arrêter Orm, mais il n'a pas encore compris ce qui fait de lui une alternative. Quand il revient, il ne nie pas l'importance du combat. Il combat même avec davantage de puissance. Mais il possède une légitimité qui ne repose pas uniquement sur sa victoire physique. C'est pourquoi les armées arrêtent de suivre Orm. Elles voient quelqu'un qui a traversé ce qu'aucun autre prétendant n'a osé traverser. La structure du film ressemble à une traversée des couches de l'océan, mais aussi des couches d'identité d'Arthur. Il commence au bord de la mer, dans un village où il peut choisir ses propres combats. Il descend dans la splendeur politique d'Atlantis et découvre qu'il est contesté. Il remonte à la surface avec Mera, traverse une ville ancienne, part dans le désert et atteint la fosse, lieu où sa force ne suffit plus. Enfin, il arrive dans une mer cachée qui conserve la mémoire du premier roi. À chaque étape, il perd une certitude. À la fin, il n'est pas récompensé pour avoir été sûr de lui, mais pour avoir appris. Ce chemin explique aussi le ton parfois aventureux, presque joyeux, du film. James Wan ne construit pas Aquaman comme un récit où chaque élément merveilleux doit être excusé par une gravité permanente. Les animaux géants, les royaumes bioluminescents, les armures dorées et les ruines perdues sont montrés comme des invitations à l'évasion. Cette approche ne convient pas à tous les goûts, mais elle est cohérente. Arthur apprend à ne plus avoir honte de la partie spectaculaire de son héritage. Le film, lui aussi, assume le plaisir de son univers au lieu de le cacher sous le cynisme. Cette liberté visuelle fait partie de l'identité du long-métrage. Sorti avec une durée d'environ 2h24,
Aquaman devait porter un monde déjà aperçu dans des films d'ensemble, tout en donnant à son héros une histoire autonome. James Wan choisit d'ouvrir l'espace plutôt que de le réduire. Le résultat accumule les lieux et les formes, mais cette profusion correspond au trajet d'un personnage qui découvre que son monde est bien plus vaste que la petite portion d'océan qu'il connaissait. Les décors ne sont pas là uniquement pour être beaux. Ils donnent une échelle à la responsabilité qui lui tombe dessus. Le film a été réalisé par James Wan, avec notamment Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II et Temuera Morrison. Ces informations pourraient rester une simple liste, mais elles éclairent la façon dont l'histoire répartit ses forces. Momoa porte l'énergie physique du héros. Wilson donne à Orm la précision d'un rival politique. Dafoe apporte à Vulko la connaissance inquiète de quelqu'un qui a trop longtemps gardé des secrets. Nicole Kidman fait d'Atlana une presse brève mais déterminante. Autour d'eux, le film construit un royaume où les liens familiaux et les alliances ont autant de poids que les pouvoirs. L'aspect aventure permet aussi d'intégrer des références à des récits de quête sans que le film cesse d'être un spectacle de super-héros. La Sicile joue le rôle de la ville énigmatique. Le Sahara devient la porte vers un monde effacé. La fosse fonctionne comme la descente dans le ventre du monstre. La mer cachée est le royaume interdit où le héros doit répondre à une question intérieure avant de toucher l'arme qui le sauvera. Cette construction est classique, mais elle est adaptée au personnage. Arthur ne cherche pas à retrouver une relique pour prouver qu'il est spécial. Il doit retrouver un langage lui permettant d'assumer une place qu'il redoutait. En regardant Aquaman comme un film expliqué plutôt que comme une succession de scènes, on comprend donc que la bataille finale a commencé bien avant les armées. Elle a commencé lorsqu'Atlana a quitté Atlantis. Elle a grandi avec l'attente de Thomas, avec le ressentiment d'Ormom et avec le refus d'Arthur. Le trident, les créatures et les royaumes ne font que rendre visible cette fracture originelle. Quand Arthur l'emporte, le film ne célèbre pas seulement un nouveau super-héros. Il affirme que les enfants des mondes séparés peuvent parfois voir une issue que les héritiers les plus fidèles ne peuvent plus imaginer. Mais une victoire ne suffit pas à rendre le royaume simple. C'est là que la fin garde une part de maturité. Arthur a obtenu le trident et arrêté Orm. Toutefois, il hérite maintenant de tout ce que son frère a laissé derrière lui. Des royaumes blessés, des alliances construites sous la contrainte, une population qui peut se demander si ce nouveau roi connaît réellement leur vie et une relation explosive avec la surface. Le film se termine au moment où il devient Aquaman au sens plein. Il ne prétend pas que son travail est terminé. Au contraire, le couronnement marque le début de la responsabilité qu'il avait jusque-là évitée. Cette réserve rend le dénouement plus convaincant. Si Arthur avait vaincu Orm et réglé automatiquement la pollution, la rivalité entre les peuples et la douleur de sa famille, le récit aurait transformé un enjeu politique en baguette magique. L'arme d'Atlan ne répare pas les déchets déjà rejetés dans la mer. Elle ne rend pas la confiance aux familles dont les soldats ont combattu. Elle ne donne pas à Orm une paix intérieure. Ce que le trident offre à Arthur, c'est une chance de parler au nom d'un monde sans devoir le réduire à une seule faction. C'est énorme, mais ce n'est pas la fin du problème. Le choix d'un héros métis est donc au cœur du film, bien avant les pouvoirs. Arthur a une mère atlante et un père humain. Il peut respirer dans les deux environnements. Il possède une mémoire familiale qui le relie à la surface et une capacité physique qui le rend crédible au fond des mers. Or, chacune de ces qualités pourrait être utilisée contre lui. Les partisans d'Ormon voient son sang humain comme une souillure. Certains humains pourraient voir Atlantis comme une menace qui vient réclamer des comptes. Arthur est forcé de vivre dans l'espace entre ces deux préjugés. Sa force vient précisément de cet entre-deux, parce qu'il peut reconnaître les mensonges que chaque camp se raconte sur l'autre. Le film ne transforme jamais cette position en leçon abstraite. Elle apparaît dans des gestes. Arthur parle à son père avec l'affection d'un fils qui a grandi sur la terre. Il répond à Mera avec une franchise souvent brusque qui détonne dans la noblesse d'Atlantis. Dans la fosse, il ne se croit pas supérieur aux créatures. Devant Orm, il refuse de faire de la lignée la seule mesure de la valeur. Son identité se construit dans l'action et non dans une déclaration.
C'est l'une des raisons pour lesquelles le personnage fonctionne mieux lorsqu'il se déplace que lorsqu'il devrait rester immobile à expliquer qui il est. La mise en scène accompagne ce mouvement. Les scènes à la surface utilisent plus souvent la lumière directe, la chaleur des bars, les pierres des rues italiennes, les étendues du désert et le bois du phare. Les scènes sous-marines jouent davantage sur les néons, les particules, les bulles, les armures et les couleurs qui éclairent l'obscurité. Ces deux univers ne sont pas dessinés pour être strictement opposés. L'Atlantide peut être magnifique et oppressive, la surface peut être libre et dangereuse. Le phare peut devenir une maison, mais aussi le lieu de l'attente. Le palais peut être une merveille visuelle, mais aussi la scène où une reine doit renoncer à sa vie. James Wan utilise cette variété pour empêcher les profondeurs de devenir un décor monotone. Une difficulté évidente du projet consistait à faire durer une aventure presque entièrement sous l'eau sans que chaque scène ressemble à la précédente. La réponse du film est de multiplier les textures. Atlantis est verticale et éclatante. Xébel est plus militaire. Le royaume des pêcheurs possède une esthétique plus cérémonielle. La fosse efface les couleurs et transforme l'océan en cauchemar. La mer cachée revient à une forme de merveilleux primitif. Même sans connaître tous les détails de l'univers d'ici, le spectateur comprend instinctivement que les royaumes n'ont pas la même histoire ni la même relation au pouvoir. Cette diversité permet également de rendre la politique lisible. Orm parle au nom de l'unité, mais le film montre que l'unité peut vouloir dire deux choses opposées. Elle peut désigner la coopération de peuples différents qui choisissent une cause commune, ou elle peut désigner la soumission de peuples différents à une seule peur. Orm choisit la seconde option. Arthur, même s'il devient monarque, doit défendre la première. Le récit ne prétend donc pas que toute hiérarchie est mauvaise ou que toute couronne est forcément tyrannique. Il s'interroge plutôt sur ce qui rend une autorité acceptable, la force du titre ou la façon dont ce titre est exercé. Le roi Néreus illustre bien cette difficulté. Il n'est pas présenté comme un homme naturellement cruel. Il est le père de Méra, le chef de Xébel et un dirigeant qui calcule les risques pour ses sujets. Son rapprochement avec Orm vient de la crainte et de la logique des alliances. Il espère protéger son royaume en acceptant un mariage et une coalition qui pourrait le mettre à l'abri. C'est une erreur, mais elle n'est pas absurde. Le film reconnaît qu'en période de menace, même des personnes raisonnables peuvent soutenir un projet dangereux parce qu'il semble être le choix le moins catastrophique. Quand Arthur arrive avec le trident, il ne convertit pas tout le monde par un discours détaillé. Le film choisit une logique mythique. La vision de l'arme d'Atlan, la Karatène et la victoire contre Orm provoquent une reconnaissance immédiate. Cette simplification correspond au genre du conte d'aventure. Elle peut paraître rapide si l'on cherche une étude réaliste de la politique sous-marine, mais elle fonctionne parce que le récit avait préparé le terrain. Les royaumes ont déjà vu Orm tuer, manipuler et imposer son projet. Il ne change pas seulement parce qu'Arthur est puissant. Il change parce que l'image de l'inévitabilité d'Ormond s'est fissurée. L'épisode des pêcheurs est particulièrement utile à cet égard. Orm ne se contente pas de les rallier. Il les force à regarder leur roi mourir, puis fait de cette mort une leçon. Dans une histoire plus simple, cela aurait été seulement une manière de montrer que le méchant est cruel. Ici, la scène établit un mécanisme politique. La violence est mise en scène pour empêcher toute discussion. Ensuite, quand les soldats hésitent devant Arthur, leur hésitation n'est pas un miracle. Elle devient la première occasion qui leur est donnée de cesser d'obéir à une peur entretenue depuis le début. Le rapport entre Arthur et Orm gagne aussi à être lu comme une rivalité de style. Orm est impeccable, entraîné, méthodique. Il porte ses armes et ses titres comme s'ils formaient une seconde peau. Arthur arrive en retard, plaisante au mauvais moment, se salit et apprend en avançant. L'un paraît avoir été fabriqué pour le trône, l'autre semble avoir été fabriqué pour tout sauf le trône. Pourtant, Aquaman inverse progressivement cette évidence. Orm confond l'apparence de la stabilité avec la capacité de guider. Arthur semble chaotique, mais il est capable d'écouter, de s'adapter et de reconnaître quand il ne sait pas. Le film valorise une forme de leadership moins spectaculaire que la tenue royale, mais plus solide quand le monde change.
La première défaite d'Arthur est indispensable à cette inversion. S'il gagnait le Ring of Fire immédiatement, son refus de la couronne serait vite oublié et sa progression deviendrait automatique. En le faisant échouer, le scénario accepte de montrer un héros qui n'est pas prêt. Il possède déjà de grands pouvoirs, mais ceux-ci ne remplacent ni l'expérience ni la lucidité. Après l'arène, Arthur doit vivre avec l'idée qu'il a mis Mera et Vulko en danger sans être capable de tenir sa promesse. La quête du trident n'est donc aussi d'une humiliation. Il ne cherche pas seulement une arme. Il cherche une façon de ne plus se présenter à un combat qu'il ne comprend pas. Cette évolution ne transforme pas Arthur en stratège froid. Le film reste fidèle à sa personnalité. Dans La mer cachée, il ne résout pas l'épreuve en récitant correctement une tradition. Il parle à la Karaten comme lui seul peut le faire. Sa force n'est pas de devenir identique à Vulko ou à Orm. Sa force est de découvrir que son naturel, longtemps vu comme un défaut par la cour atlante, peut devenir un atout s'il est accompagné de responsabilité. La franchise, l'humour et l'instinct ne suffisent pas à gouverner, mais ils permettent d'établir un lien qu'une autorité trop rigide ne sait pas créer. Le pouvoir de communiquer avec les créatures marines est parfois interprété comme le super-pouvoir le plus simple du personnage. Le film le traite pourtant avec une certaine intelligence. Arthur ne donne pas d'ordre à chaque poisson rencontré. Il ne transforme pas la mer en télécommande. Il entre en contact avec des êtres qui ont leur propre ancienneté, leurs propres souvenirs et leur propre colère. La Karaten est la meilleure preuve de cette limite. Elle ne l'attend pas sagement pour obéir. Elle le teste, le menace, le juge et décide. Ce choix donne une dignité aux créatures plutôt que de les réduire à un décor de guerre. Cette attention à l'océan vivant fait résonner encore plus fort l'accusation dormant contre la surface. Les déchets ne sont pas seulement une image de pollution. Ils révèlent une forme d'aveuglement. Les humains jettent loin de leur regard ce qu'ils ne veulent plus voir. L'Atlantide est construite sur ce qui a été ignoré, enfoui et rejeté. Arthur, lui, est précisément celui qui ne peut plus détourner les yeux. Il sait que la surface abîme les mers, mais il sait aussi que répondre par une extermination ne produira aucune justice. Son rôle de médiateur commence par cette obligation de regarder les torts des deux côtés sans accepter les punitions collectives. Aquaman n'est pas un manifeste écologique détaillé, et le film ne prétend pas expliquer toutes les causes de la crise des océans. Mais il utilise cette question pour donner à la colère d'Ormo une racine concrète. C'est plus efficace que de lui attribuer une motivation purement personnelle. Orm ne veut pas seulement vaincre Arthur parce qu'il est jaloux de lui. Il veut imposer une vision du monde où la mer cesse d'être vulnérable. Le problème est qu'il ne sait imaginer la sécurité qu'à travers la domination. À ce moment, il cesse d'être le défenseur des siens et devient leur geôlier potentiel. La réception du film aide à comprendre pourquoi cet univers a marqué une partie du public. Certaines critiques ont relevé l'abondance du récit, ses changements de ton et son goût assumé pour le grand spectacle. D'autres ont apprécié justement cette volonté de proposer une aventure colorée, moins retenue, qui traite son héros comme une figure de légende. En France, le film est sorti en salle le 19 décembre 2018 sous le titre Aquaman et a été présenté comme une aventure d'action fantastique d'environ 2h24. Sa richesse visuelle est devenue l'un de ses traits les plus commentés, qu'on l'admire sans réserve ou qu'on préfère une approche plus sobre. Le succès commercial a confirmé que cette proposition trouvait son public. Aquaman a rapporté un peu plus de 1,15 milliard de dollars dans le monde. Ce chiffre ne remplace pas une appréciation personnelle du film, mais il montre l'ampleur de sa circulation. Un personnage longtemps considéré comme difficile à adapter en aventure autonome a réussi à porter un spectacle international très vaste. Le résultat tient à plusieurs éléments, mais l'un des plus visibles est le refus de réduire son univers à une note sombre unique. Le film vend l'idée que l'océan peut être une source de peur, de beauté, de comédie, de guerre et de mythologie dans la même histoire. Cette amplitude est aussi la raison pour laquelle Aquaman peut sembler chargé. Il y a l'origine d'Atlana, le conflit fraternel, Mera, Vulko, Black Manta, les royaumes, le Tride, les pirates, l'écologie, les ruines, la fosse et la guerre finale. Le long-métrage ne cherche pas la minimalisme. Pour certains spectateurs, cette accumulation devient un défaut. Pour d'autres, elle correspond à la promesse d'un voyage qui ne reste pas enfermé dans un seul décor.
La question n'est pas de nier cette profusion, mais de voir ce qu'elle produit. Arthur ne découvre pas une ville secrète, il découvre l'étendue entière d'un monde dont chaque territoire modifie sa compréhension de lui-même. Le film trouve souvent son meilleur équilibre lorsqu'il laisse l'action révéler un caractère. Le duel du Ring of Fire raconte l'impatience d'Arthur et la méthode d'Ormom. La fuite avec Mera raconte leur confiance naissante. L'attaque de Black Manta montre qu'un sauvetage peut laisser une blessure chez quelqu'un d'autre. La fosse révèle la limite de la force individuelle. La Karatène oblige Arthur à écouter. Le dernier combat montre ce qu'il a appris. Cette organisation donne aux scènes une fonction au-delà de leur spectacle. Même quand le rythme s'accélère, l'histoire avance parce que les personnages ne sortent pas exactement les mêmes de chaque épreuve. Black Manta reste à part de cette famille royale, et c'est ce qui le rend précieux dans le récit. Il n'a pas grandi à Atlantis, n'a pas d'intérêt dans la succession et ne porte pas le poids du souvenir d'Atlana. Sa colère vient d'un événement très terrestre, la mort de son père pendant une opération où Arthur pensait sauver des innocents. Le film ne dit pas qu'Arthur a voulu le tuer. Il montre que l'héroïsme n'empêche pas les conséquences tragiques. David transforme alors une douleur personnelle en obsession. Orm ne crée pas cette douleur, mais il la polie, l'arme et la dirige vers son rival. Cette manipulation révèle une autre contradiction d'Orm. Il dénonce les humains, mais exploite leurs blessures lorsqu'elles lui sont utiles. Il prétend vouloir protéger les royaumes, mais il sacrifie la stabilité de tous pour son affrontement avec Arthur. Il présente son ambition comme une nécessité collective, alors qu'elle contient un désir très intime, prouver qu'il est le fils légitime, le roi incontestable, celui que sa mère n'aurait jamais dû quitter. Plus le film avance, plus l'idéologie du maître des océans apparaît comme une blessure personnelle déguisée en destin national. Le titre même d'Ocean Master mérite qu'on s'y arrête. Orm ne se contente pas d'être roi d'Atlantis. Il veut être le maître de tout ce qui vit dans les mers. C'est un vocabulaire de possession. À l'inverse, Arthur devient Aquaman, un nom qui lie l'homme à l'eau au lieu de placer l'eau sous un maître. Cette nuance peut paraître symbolique, mais elle résume la bataille. Orm veut une mer qui lui appartienne. Arthur accepte qu'elle soit plus ancienne, plus diverse et plus imprévisible que lui. Le premier cherche à la plier. Le second finit par comprendre qu'il doit la servir. Le récit d'Aquaman gagne ainsi une cohérence qu'on peut facilement manquer si l'on retient seulement ses tridents et ses monstres. Le vrai enjeu n'est pas de savoir qui est le plus fort sous l'eau, c'est de savoir quel type de pouvoir peut empêcher les mondes de se détruire. Orm a les institutions, les armées et un grief légitime. Arthur a un héritage confus, un courage parfois maladroit et la faculté d'entendre ce qui est différent de lui. Le film choisit clairement son camp, mais il a l'intelligence de rendre ce choix plus difficile qu'une simple opposition entre un héros parfait et un adversaire absurde. Pour saisir pleinement la fin expliquée, il faut revenir à une question qui semble banale au début. Pourquoi Arthur refuse-t-il si longtemps le trône? La réponse n'est pas qu'il aurait peur du danger. Dès les premières minutes, il se jette dans une situation où d'autres mourraient. Il n'a pas peur de combattre. Il a peur que la couronne l'oblige à devenir quelqu'un d'autre. Pour Arthur, Atlantis est associé à la disparition de sa mère, aux leçons clandestines de Vulco et à un monde qui le désigne comme une erreur avant même de le connaître. S'asseoir sur ce trône, ce serait accepter les règles de ceux qui l'ont exclu. Son changement ne vient donc pas d'une soudaine envie de pouvoir. Il vient de la rencontre avec ce que son refus coûte aux autres. Mera lui montre qu'Ormon ne menace pas seulement une élite sous-marine. Vulco risque sa liberté pour l'avoir formé. Les royaumes sont poussés vers une guerre qui les dépassera. Même la surface, à laquelle Arthur reste attaché, sera ciblée par la vengeance d'Orm. Peu à peu, l'abstention cesse d'être une position neutre. En refusant toute place dans le conflit, Arthur laisse la place entière à son frère. La maturité du personnage consiste à comprendre cette réalité sans cesser d'être lui-même. Cette évolution est plus forte parce que le film ne fait pas de la surface un paradis. Thomas Curry est un bon père, mais son affection ne suffit pas à représenter toute l'humanité. Les navires militaires, les déchets et les pirates appartiennent aussi au monde d'Arthur. Il a vu que les humains sont capables de protéger, de détruire, d'aimer et d'exploiter. Son attachement à la surface n'est pas fondé sur l'illusion qu'elle serait innocente.
Il est fondé sur une connaissance vécue. Cette connaissance lui permet de contester Orm avec plus de solidité que les dirigeants atlantes qui n'ont jamais mis les pieds dans une ville humaine. Meura fait le trajet inverse. Elle commence le film en connaissant la surface par les discours de la cour. Elle sait que les humains polluent et combattent. Elle ne sait pas ce que signifie flâner dans une rue, écouter des gens parler, acheter quelque chose sur un marché ou s'émerveiller d'une fleur. Les scènes siciliennes n'existent pas seulement pour alléger l'ambiance. Elles corrigent une vision réduite du monde. Meura découvre que les êtres qu'Ormond veut punir sont des individus et non une abstraction commode. Son regard devient plus large au même moment que celui d'Arthur cesse d'être limité à la Terre. Ce double mouvement est la véritable alliance du film. Arthur apporte à l'Atlantide une expérience de la surface. Meura apporte à Arthur une conscience de l'océan. Ils ne résolvent pas le conflit en disant que les deux mondes sont identiques. Ils apprennent qu'ils sont reliés. Le principe paraît simple, mais Aquaman le met en scène avec une ampleur rare. Chaque ville, chaque royaume, chaque créature et chaque bataille matérialisent les conséquences de ce lien. La pollution ne reste pas une phrase dans un discours. Elle remonte vers les côtes. La guerre ne reste pas une menace abstraite. Elle rassemble les armées dans un espace où des milliers d'êtres seront sacrifiés. Le phare de Thomas Curry représente l'autre face de ce mouvement. Il est littéralement tourné vers l'océan, mais il est construit sur la terre. Il n'efface pas la frontière entre les mondes, il vit avec elle. Thomas n'a jamais compris tout ce qu'Atlana portait avec elle, et il ne pouvait pas la protéger contre les lois d'Atlantis. Pourtant, il l'a accueillie sans lui demander de devenir une autre personne. Sa fidélité offre à Arthur un modèle très différent de celui d'Ormo. Aimer un monde ou un être venu d'ailleurs ne signifie pas le posséder ni exiger qu'il renonce à ses origines. Cela signifie lui faire une place sans condition préalable. Orm ne connaît pas cette forme de lien. Il confond l'amour de son peuple avec la possession de son avenir. Il confond la sécurité avec une armée invincible. Il confond la mémoire de sa mère avec une dette que le monde doit payer. Sa haine de la surface contient une part de vérité, mais il la rigidifie jusqu'à ne plus voir les personnes. Voilà pourquoi il ne peut jamais être le roi dont Atlantis a besoin. Un souverain n'est pas seulement celui qui parle le plus fort du danger. C'est celui qui reconnaît, qui risque d'être détruit par la solution qu'il propose. Le film utilise les 4 éléments de façon presque paradoxale. L'eau, bien sûr, est partout. Mais le feu encercle le premier duel et représente les règles fermées d'Ormom. La terre prend la forme du désert, lieu où Arthur retrouve la trace d'Atlan loin des palais marins. L'air est le privilège des Atlantes lorsqu'ils créent leur bulle de conversation sous l'eau, et il rappelle à Arthur sa vie terrestre. Chaque élément l'éloigne puis le rapproche de ce qu'il doit devenir. Cette construction donne aux images une valeur émotionnelle. Arthur ne s'approprie pas l'océan en oubliant la terre. Il traverse les deux pour apprendre qu'aucun royaume ne se suffit à lui-même. Le Ring of Fire est sans doute l'image la plus claire de cette opposition. Sous l'eau, les flammes semblent impossibles, presque artificielles. Elles créent pourtant une arène parfaite pour Orm, un cercle fermé soumis à une tradition qui lui est favorable où le combat se décide selon les règles de la pureté et de la lignée. Arthur est encerclé par un monde qui veut le réduire à son sang humain. Quand il revient à la fin, il ne cherche pas à rejouer la même scène avec une arme plus grande. Il casse le cadre. La bataille s'étend, les armées assistent à la chute du système et la question du trône cesse d'être confinée à la cérémonie conçue par Orm. La fosse joue un rôle inverse. Il n'y a plus d'arène, plus de règles, plus de dignité royale. Il y a la survie. Arthur et Meera y sont confrontés à des créatures issues de la même civilisation que les Atlantes, mais que l'histoire a transformées en peurs vivantes. Cet endroit peut se lire comme le refoulé du royaume. Tout ce qu'Atlantis ne veut pas voir, tout ce qui a été séparé, appauvri ou abandonné par le grand récit de la grandeur royale. Arthur ne peut pas devenir roi s'il ne traverse pas cette part sombre. Orm veut dominer les royaumes visibles. Arthur doit aussi reconnaître ce que personne ne veut intégrer. La Karatène pousse cette leçon encore plus loin. Elle est gigantesque, ancienne, isolée, et son apparence peut provoquer la panique. Un héros classique pourrait l'abattre pour prouver sa valeur. Arthur fait l'inverse. Il établit un contact. Cette scène résume l'éthique de son règne potentiel.
Ce qui semble monstrueux n'est pas forcément une chose à détruire. Ce qui semble silencieux a peut-être quelque chose à dire. Dans le film, le pouvoir d'écouter devient plus impressionnant que la capacité de frapper, parce qu'il rend possible une alliance que les armes seules n'auraient jamais obtenue. La guerre finale ne renverse donc pas seulement Orm, elle renverse une hiérarchie des valeurs. Au début, sont valorisés le sang royal, la discipline militaire, le contrôle des frontières et la maîtrise des traditions. À la fin sont valorisés l'empathie, la capacité de changer d'avis, le courage de traverser l'inconnu et le refus d'humilier le vaincu. Le film ne dit pas que les cérémonies, l'histoire ou la compétence militaire ne servent à rien. Vulko, par exemple, possède une connaissance précieuse, mais il refuse qu'elle devienne des excuses pour fermer l'avenir à ceux qui ne correspondent pas à l'image dominante. Cette idée traverse aussi la relation entre Arthur et Vulko. Le mentor a enseigné au jeune homme les règles de l'Atlantide parce qu'il savait qu'Arthur ne pourrait pas combattre un système sans le comprendre. Mais ces leçons n'ont pas fabriqué un roi à la manière d'Ormom. Arthur conserve son langage, ses réactions et son rapport à la surface. Vulko ne réussit pas parce qu'il façonne parfaitement son élève. Il réussit parce qu'il l'aide à devenir capable de choisir sa propre forme de royauté. L'éducation, ici, ne vaut pas comme reproduction. Elle vaut comme transmission qui laisse une place à la différence. Le choix de Jason Momoa joue beaucoup dans cette lecture. Son Arthur possède une présence qui n'essaie pas de masquer le côté aventureux ou populaire du personnage. Il ne s'exprime pas comme un prince élevé dans une cour. Il a la franchise d'un homme qui a travaillé, voyagé et vécu sans protocole. En le plaçant au centre d'un récit rempli de mythologie royale, le film crée une friction productive. Les palais et les titres ne deviennent pas soudain ridicules, mais ils doivent se confronter à quelqu'un qui refuse de les respecter automatiquement. Cette résistance rend leur valeur plus crédible quand Arthur choisit finalement d'assumer le trône. Patrick Wilson apporte à Orm une énergie presque opposée. Son personnage paraît toujours préparé, même lorsqu'il révèle sa colère. Son arme est maniée avec méthode, ses alliances sont négociées, ses mises en scène sont contrôlées. Cette maîtrise explique pourquoi il est un antagoniste efficace. Il n'attend pas que le héros arrive pour avoir un plan. Il avance, conquiert, menace, punit et réécrit les règles. Arthur doit rattraper un mouvement déjà lancé. Cela donne au film une sensation d'urgence. Le héros ne part pas d'une position de pouvoir. Il entre dans une histoire dont l'adversaire a déjà presque écrit la fin. La puissance de Mera se situe entre ces deux styles. Elle possède la connaissance et la discipline d'une princesse de Xébel, mais elle est prête à désobéir quand l'ordre devient destructeur. Elle n'est ni l'improvisation d'Arthur ni le contrôle absolu d'Ormom. Elle est celle qui voit le risque assez tôt pour agir. Sa maîtrise de l'eau peut même être lue comme une expression de cette précision. Là où Arthur plonge dans le danger avec son corps entier, Mera façonne l'environnement, construit une arme, crée une ouverture. Leur complémentarité donne à la quête un équilibre. L'un ouvre les passages impossibles, l'autre sait où il mène. La présence de Black Manta évite enfin que l'histoire se referme entièrement sur Atlantis. David Kane rappelle qu'Arthur est déjà un héros visible dans le monde humain. Même lorsqu'il agit pour sauver des victimes, il peut laisser derrière lui un homme qui ne retient que sa perte. Cette nuance n'implique pas que David ait raison de se transformer en assassin. Elle montre que les actes ont une perspective. Arthur voit un pirate qui refuse de se rendre. David voit un père qui est mort. Orm exploite cette fracture et le casque Atlante donne à une douleur humaine la puissance d'une arme mythologique. La scène après le générique, où le docteur Stephen Sheen retrouve David, prolonge exactement cette tension. Un scientifique de la surface veut comprendre l'Atlantide. David veut retrouver Arthur. L'un cherche les secrets d'un monde qu'il a longtemps cru inaccessible, l'autre cherche une cible. Le film suggère ainsi que la découverte de l'Atlantide par les humains ne sera pas automatiquement paisible. Une frontière levée peut créer du savoir, de la curiosité et des possibilités de rapprochement, mais aussi de nouvelles convoitises. Le règne d'Arthur commence donc dans un monde où le secret sous-marin est déjà moins sûr. Cet épilogue est discret, mais il donne à la fin une qualité de seuil plutôt que de fermeture totale. Arthur a gagné une place, mais il n'a pas supprimé tous les ennemis. Orm est vivant. Black Manta survit. Les humains ignorent encore l'ampleur de ce qui vit sous leur mer.
Les royaumes devront apprendre à coexister après une guerre empêchée de justesse. Pour un récit d'origine, c'est une conclusion cohérente. Le héros reçoit son symbole, mais il reçoit aussi la liste des tâches qu'il ne pourra pas résoudre par un seul geste héroïque. Le film a aussi la particularité d'assumer le rire sans abandonner son enjeu. Arthur plaisante, Meura découvre des habitudes de surface avec une sincérité parfois amusante et certaines réactions désamorcent la grandiloquence. Ce ton peut déstabiliser ceux qui attendent une légende constamment grave. Pourtant, il sert le personnage. Arthur ne ferait pas confiance à un récit qui parlerait de lui comme d'une statue dès le départ. Son humour est une manière de garder une distance avec un destin qui cherche à l'avaler. Lorsqu'il cesse de plaisanter au moment du choix final, le changement se ressent d'autant plus. Cette alternance entre légèreté et gravité correspond à la trajectoire des personnages. Meura peut sourire devant une fleur parce qu'elle découvre un monde. Thomas peut éprouver une joie simple avec Atlana parce qu'il la voit comme une personne avant de la voir comme une reine. Mais Orm ne sait presque jamais sortir de sa fonction royale. Il est enfermé dans son rôle. En cela, l'humour devient aussi un signe de liberté. Arthur ne devient pas digne de régner en renonçant à toute spontanéité. Il devient digne de régner lorsqu'il comprend que cette spontanéité doit servir plus grand que lui. La musique et le design sonore accompagnent cette ambition de spectacle. Mais l'élément le plus marquant reste peut-être la manière dont le film imagine le mouvement sous l'eau. Les personnages ne flottent pas seulement comme s'ils étaient suspendus. Les combats, les poursuites et les déplacements donnent l'impression que l'océan possède ses propres axes, ses propres vitesses et ses propres dangers. Les armes peuvent traverser l'espace, les créatures peuvent surgir d'en bas ou d'en haut, et la ville elle-même semble habitée sur plusieurs niveaux. Cette sensation de profondeur aide à faire de l'Atlantide un monde plutôt qu'un simple décor numérique. Bien sûr, l'ampleur de cette vision demande aux spectateurs d'accepter une logique de bande dessinée assumée. Le film ne cherche pas à dissimuler qu'il montre des armures brillantes, des animaux immenses et des villes impossibles. Sa force vient de cette franchise. Au lieu de traiter Aquaman comme un personnage embarrassant qu'il faudrait rendre méconnaissable, James Wan choisit de prendre au sérieux l'imaginaire qui l'entoure. Prendre au sérieux ne signifie pas devenir pesant. Cela signifie organiser l'extravagance pour qu'elle exprime les peurs et les désirs des personnages. On peut alors comprendre pourquoi le trident reste l'objet central sans écraser le reste. Il ne transforme pas Arthur en héros par magie. Il rend visible une transformation déjà engagée par les rencontres. Sans Mera, il ne saurait pas suivre la piste. Sans Vulko, il ne comprendrait pas la cour. Sans la fosse, il n'aurait pas mesuré ses limites. Sans la Karatène, il n'aurait pas appris à écouter. Sans Orm, il n'aurait pas été forcé de réfléchir à ce que signifie gouverner. L'arme vient en dernier parce qu'elle ne crée pas la maturité. Elle la reconnaît. Ce détail permet d'éviter une lecture trop simple du destin. Arthur est né avec des capacités rares, oui. Il possède une place dans une lignée royale, oui. Mais il échoue quand il considère cette naissance comme une solution suffisante. Le film fait de lui un héros choisi non seulement par le sang, mais par un parcours. À travers la Karatène, Atlan et les royaumes qui cessent de suivre Orm, l'histoire lui accorde une légitimité gagnée. Cette différence est fondamentale. Une prophétie peut désigner quelqu'un. Elle ne peut pas faire ses choix à sa place. Ainsi, les scènes les plus importantes d'Aquaman ne sont pas forcément celles qui font le plus de bruit. Il y a Thomas qui attend au quai. Il y a Mera qui comprend qu'une fleur n'est pas une arme. Il y a Arthur qui refuse de tuer Orm. Il y a la Karatène qui accepte enfin de lui parler. Ces moments construisent le roi autant que les combats. Ils donnent au film une colonne émotionnelle sous sa surface de grand spectacle. Sans eux, le trident serait seulement une récompense. Avec eux, il devient la conséquence d'un héros qui a appris à relier ce que les autres voulaient séparer. Il est utile de remarquer que le film commence et finit près du même horizon. Au début, Thomas trouve Atlana rejetée par la mer. À la fin, il retrouve Atlana au bord de cette même mer. Entre les deux, Arthur a découvert une civilisation cachée, traversé un désert, affronté son frère et fait remonter une légende oubliée. Pourtant, le mouvement le plus profond reste celui d'une famille qui peut enfin regarder son histoire sans le filtre du secret.
Le monde d'Aquaman est gigantesque, mais il ne perd jamais totalement ce point d'ancrage. Le phare est modeste face au palais d'Atlantis, et c'est justement pourquoi il compte. Il rappelle qu'une maison peut résister à la grandeur qui veut tout absorber. Le parallèle avec Atlan renforce cette idée. Le premier roi a laissé une arme derrière lui après avoir connu l'orgueil et la destruction. Arthur reçoit cet héritage au moment où il comprend qu'il ne doit pas répéter l'erreur de ceux qui ont cru posséder la mer. Atlan représente une mémoire glorieuse, mais aussi une mise en garde. Les Atlantes modernes célèbrent sa puissance, tandis que la quête révèle la solitude et la gravité de ce qu'il a laissé. Le trident n'est pas le souvenir d'un âge d'or intact. Il est la trace d'un souverain qui a compris trop tard que le pouvoir sans équilibre finit par produire des ruines. Les ruines jouent d'ailleurs un rôle discret mais constant dans Aquaman. La Sicile conserve une énigme ancienne. Le désert cache une porte vers le passé. Les restes de la civilisation d'Atlan attendent sous les eaux. Même l'Atlantide moderne, avec sa technologie et sa splendeur, existe parce qu'une catastrophe a autrefois forcé ses habitants à changer de monde. Le film ne raconte pas une société qui serait née parfaite sous la mer. Il raconte une civilisation qui porte une chute originelle et qui risque de répéter cette chute en se laissant guider par la vengeance d'Ormo. Arthur est donc un héritier étrange. Il vient d'un royaume qui le refuse, mais son regard extérieur est peut-être ce qui l'empêche de reproduire ses pires habitudes. Il n'a pas été élevé dans le respect aveugle du rang. Il n'a pas appris à confondre l'honneur avec l'obéissance. Cette distance le rend imprévisible pour la cour et d'abord peu crédible, mais elle lui permet aussi de poser les questions que les autres ne posent plus. Pourquoi les déchets de la surface justifieraient-ils de tuer ceux qui ne les ont pas jetés? Pourquoi une union politique devrait-elle condamner Mera à un mariage qu'elle refuse? Pourquoi la tradition du duel devrait-elle décider à elle seule du sort de millions d'êtres? Ce sont des questions simples, presque brutales, et elles correspondent exactement au caractère d'Arthur. Vulko possède les textes et les cérémonies. Orm possède les réponses toutes faites. Arthur possède l'inconfort de celui qui n'accepte pas la règle tant qu'on ne lui a pas expliqué à quoi elle sert. Dans un autre contexte, cette attitude pourrait le rendre irresponsable. Ici, elle ouvre une brèche dans un système devenu incapable de se remettre en cause. Le héros ne triomphe pas parce qu'il méprise l'histoire d'Atlantis. Il triomphe parce qu'il découvre ce qu'elle contient de précieux sans laisser ses formes les plus cruelles décider de tout. La scène où Vulko entraîne le jeune Arthur sous l'eau éclaire déjà cette tension. Le garçon apprend à nager, à combattre et à respirer dans un environnement qui n'est pas celui de son père. Mais cette formation se déroule dans le secret. Dès l'enfance, sa relation à Atlantis est une relation clandestine. Il reçoit l'héritage sans recevoir la reconnaissance. Cet écart explique sa colère adulte. On ne peut pas demander à quelqu'un de sauver une culture tout en lui répétant qu'il n'en fera jamais vraiment partie. Mera est la première à lui demander cette aide sans masquer l'injustice. Et Vulko est le premier à reconnaître qu'Arthur peut devenir autre chose que l'arme cachée d'une reine disparue. Le parcours d'Arthur possède ainsi la forme d'une initiation, mais pas d'une initiation confortable. Il doit apprendre que sa différence ne garantit pas sa valeur. Il doit se faire battre, fuir, écouter, perdre le contrôle, être sauvé par Mera et demander l'aide d'une créature qui pourrait le tuer. Dans beaucoup de récits de super-héros, le héros découvre un pouvoir puis apprend à le maîtriser. Ici, Arthur possède déjà une puissance exceptionnelle. Son véritable apprentissage consiste à découvrir ce que cette puissance ne résout pas. Il peut encaisser les coups d'Ormom, mais il ne peut pas forcer la Karatène à le respecter. Il peut sauver des marins, mais il ne peut pas effacer le deuil de David Kane. Cette limite donne du poids à son refus de tuer Orm. Le film ne transforme pas la miséricorde en geste naïf qui ferait disparaître le danger. Orm est arrêté, et le conflit politique devra continuer à être géré. Arthur ne pense pas que son frère deviendra bon parce qu'il a survécu. Il refuse simplement de bâtir sa première décision de roi sur la même logique que celle d'Ormo. Dans une guerre alimentée par le souvenir de l'abandon et par le désir de prouver sa légitimité, tuer Orm aurait peut-être offert une victoire plus simple. Épargner Orm rend possible une autre histoire, même si cette histoire reste difficile. La fin ne demande pas aux spectateurs de pardonner Orm à la place de ses victimes.
Elle demande de comprendre qu'Arthur ne veut pas devenir son reflet. C'est une distinction essentielle. Le héros ne doit pas être pur pour choisir une voie différente. Il doit être capable de voir ce que la répétition de la violence produirait. Orm a vu sa mère disparaître et a transformé cette perte en programme de guerre. Arthur a connu l'absence de sa mère et choisi de ne pas faire de sa douleur une raison de détruire les autres. Cette opposition donne à leur duel une portée familiale qui dépasse largement la question du trône. La relation entre les deux frères reste tragique parce qu'elle aurait pu être autre chose. Ils ont la même mère, vivent la même perte sous des versions différentes et possèdent chacun une qualité que l'autre n'a pas. Orm connaît parfaitement l'Atlantide. Arthur connaît la surface et peut parler aux créatures. S'ils avaient grandi dans une famille qui n'avait pas été organisée par le secret et la punition, ils auraient peut-être pu se compléter. Le film ne cherche pas à les réconcilier trop tôt, et c'est un bon choix. La révélation d'Atlana vivante ne répare pas l'éducation d'Orm, ni les choix qu'il a faits. Elle rend seulement visible l'étendue de ce qui lui a été caché. En parallèle, Thomas Curry reste l'un des personnages les plus calmes du film, mais sa présence détermine le ton moral de l'ensemble. Il ne possède aucun pouvoir, aucune arme ancienne, ni aucune connaissance politique. Il garde un phare. Il aime Atlana. Il élève son fils. Et il attend. Cette constance presque silencieuse donne au récit un point de comparaison. Orm cherche à montrer sa force en contrôlant les autres. Thomas montre sa force en tenant une promesse sans pouvoir la faire respecter. L'un veut que le monde obéisse à sa douleur. L'autre laisse l'amour survivre à son absence. L'attente de Thomas pourrait sembler trop romantique si le film insistait sur elle de manière excessive. Au contraire, elle est utilisée avec retenue. On le voit revenir au quai, puis on comprend que ce geste a duré des années. Aquaman laisse au spectateur le temps de mesurer ce que cela signifie. Pendant que les rois organisent des guerres et que les héros cherchent des artefacts, un homme ordinaire refuse de refermer une porte intérieure. Le retour d'Atlana devient émouvant parce qu'il récompense cette fidélité sans effacer le temps perdu. Cette dimension humaine permet au film de ne jamais devenir une simple encyclopédie d'univers. Il présente de nombreuses informations, les anciens Atlantes, les royaumes, les alliances, l'origine du trident, les capacités d'Arthur. Pourtant, le fil reste clair parce que chaque élément rejoint une relation. L'histoire d'Atlan rejoint Arthur. Les ambitions d'Ormond rejoignent sa mère. La quête de Mera rejoint le choix de son père. Black Manta rejoint la décision prise dans le sous-marin. Le monde est vaste, mais ses enjeux sont distribués autour de personnes qui ont quelque chose à perdre. Le sous-marin du début est particulièrement important dans cette construction. Arthur intervient parce qu'il veut sauver l'équipage pris au piège. Il propose une issue à Jesse Kane. Lorsque Jesse choisit de rester, Arthur ne peut pas sauver tout le monde. Cette scène établit d'emblée que son héroïsme n'est pas omnipotent. Plus tard, David efface tous les détails et garde seulement la mort de son père. Le film ne donne pas à Arthur une réponse parfaite à cette accusation. Il peut dire qu'il a essayé, mais il ne peut pas rendre Jesse. C'est pourquoi Black Manta reste une menace plus personnelle qu'Ormo. Il est la partie du monde qu'Arthur a touchée sans être capable de réparer. Le casque de Black Manta introduit aussi une belle ironie. Orm l'utilise pour armer un humain contre Arthur, alors même qu'il prétend défendre les Atlantes contre la surface. La technologie de son peuple devient une extension d'une vengeance terrestre. Ce geste prouve que la frontière entre les mondes est déjà poreuse. Orm peut l'exploiter quand cela l'arrange, mais il ne peut pas ensuite prétendre que la guerre sera proprement divisée entre les bons océans et les mauvais humains. Une fois que les armes, les secrets et les douleurs circulent, aucun camp ne reste intact. Le personnage de David apporte une dureté différente à l'aventure. Orm raisonne en stratégie et en royaume. David raisonne en obsession. Il ne cherche pas à gouverner, il veut voir Arthur tomber. Cette simplicité le rend inquiétant, car elle ne dépend pas d'un débat politique. Même si Orm est vaincu, Black Manta conserve son motif personnel. La scène avec Stephen Sheen indique qu'il est prêt à échanger des informations et à s'allier à quelqu'un d'autre pour prolonger sa chasse. Arthur a gagné une couronne, mais il a désormais des ennemis capables de le poursuivre sur la terre comme dans l'océan. Le rythme du film tient beaucoup à cette alternance de menaces. Quand la politique d'Atlantis pourrait devenir trop dense,
Black Manta ramène l'histoire à un conflit direct. Quand le combat contre les pirates risquerait de réduire l'enjeu à une vendetta, Orm rappelle que des royaumes entiers sont en jeu. Quand l'aventure de la quête devient trop éloignée des personnages, Atlana et Thomas rendent sa raison émotionnelle. Le long-métrage se déplace sans cesse entre l'intime et le gigantesque. Cette mobilité explique sa sensation de voyage, même si elle peut aussi donner l'impression d'une histoire qui refuse de s'arrêter longtemps au même endroit. L'un des plaisirs d'Aquaman réside dans cette absence de timidité. Le film ne cache pas que son héros dialogue avec des créatures anciennes, traverse un portail vers un monde perdu ou combat des soldats montés sur des animaux marins. Il pourrait chercher à rendre tout cela ironique pour se protéger du ridicule. James Wan choisit le chemin inverse. Plus une image est singulière, plus elle doit être assumée avec précision. Cette confiance donne aux éléments extravagants une cohérence interne. Le spectateur n'est pas invité à se moquer du mythe, il est invité à entrer dans sa logique. Cela ne signifie pas que tout doit être pris au premier degré dans le ton. Arthur garde une façon directe de réagir à l'absurde. Son humour sert de passerelle entre le public et un univers qui pourrait sembler trop solennel. Mais l'humour ne détruit pas le merveilleux. Il le rend habitable. Arthur peut plaisanter devant une situation impossible, puis choisir de risquer sa vie quelques minutes plus tard. Cette capacité à passer du rire au sérieux sans perdre sa personnalité est l'un des traits qui définissent son parcours. Le film construit également une opposition entre profondeur et hauteur. À la surface, Arthur est libre mais sans direction. Sous la mer, il découvre une profondeur historique qui l'écrase d'abord. Dans le désert, il marche sur une terre qui recouvre un passé caché. Dans la fosse, il plonge sous les villes, sous les traditions, sous tout ce qu'il croyait connaître. La mer cachée représente l'endroit le plus profond, mais aussi le lieu où une vérité peut enfin remonter. Le trajet géographique dessine donc une descente vers soi, suivie d'un retour vers les autres. Cette architecture narrative rend le film accessible même pour un spectateur qui ne connaît pas les histoires précédentes du personnage. Il suffit de comprendre 4 choses. Arthur a 2 origines, Orm veut la guerre, Mera cherche une solution, et le trident peut changer l'équilibre. Les détails du monde se greffent ensuite sur cette base. C'est une manière efficace d'ouvrir un univers sans obliger le public à mémoriser une longue chronologie. Aquaman prend le temps de présenter son propre monde et fait de cette découverte une partie du plaisir. Dans l'ensemble des films DC de cette période, Aquaman se distingue surtout par son goût du mythe maritime et de l'aventure flamboyante. Il ne cherche pas à copier exactement le ton d'autres héros. Le choix est judicieux, car Arthur Curry n'a pas besoin de devenir une version sous-marine d'un personnage terrestre plus connu. Son conflit naît de l'océan, de l'exil, de la dynastie et de la communication avec une vie non humaine. Le film trouve son identité lorsqu'il s'appuie sur ces éléments au lieu de les réduire à des accessoires. La performance de Jason Momoa y contribue fortement. Son physique et sa présence donnent au héros une densité qui rend crédibles les scènes de combat, tandis que son jeu laisse passer l'ironie et la fatigue d'un homme qui ne se voit pas comme une figure royale. Face à lui, Amber Heard joue Mera avec une retenue plus droite, ce qui crée un contraste utile. Patrick Wilson apporte à Orm une gravité presque tragique. Willem Dafoe, Nicole Kidman et Temuera Morrison donnent aux générations précédentes une présence suffisante pour que le passé ne soit jamais abstrait. Le casting ne repose donc pas sur une seule dynamique. Chaque personnage incarne une relation différente au monde qu'Arthur doit réunir. Le succès mondial du film, au-delà de son chiffre de recettes, montre qu'un récit de super-héros peut convaincre en proposant un territoire visuel très distinct. Beaucoup de films du genre se déroulent dans des villes reconnaissables, des bases secrètes ou des espaces cosmiques. Aquaman place la majorité de son imaginaire dans un milieu que le cinéma d'action représente moins souvent à cette échelle. L'océan devient une capitale, une jungle, un tombeau, une route et un champ de bataille. Cette variété offre au film son visage propre. Ce visage explique aussi sa postérité. Même les spectateurs qui n'adhèrent pas à tous ses choix se souviennent souvent d'Atlantis éclairée sous les vagues, du Ring of Fire, de la fosse ou de la Karatène. Ce sont des images qui ne pourraient pas être déplacées sans perte dans une autre histoire de super-héros. Elles appartiennent à cette mythologie précise.
Le film sait que la mémoire du public passe par des scènes, des couleurs et des formes autant que par les rebondissements d'un scénario. En revenant à la dernière image du quai, on voit alors ce que le film protège derrière toute cette ampleur. Arthur n'a pas besoin de choisir définitivement entre la mer et la terre. Atlana n'a plus besoin d'être seulement la reine sacrifiée par une loi injuste. Thomas n'est plus seulement l'homme qui attendait. Orm n'est plus maître de la destinée de tous. Chacun reste marqué par le passé, mais le passé n'est plus verrouillé. La bataille a ouvert un espace où les liens peuvent être réinventés. Il reste pourtant une question centrale après le générique. Arthur sera-t-il capable d'être le roi que cette victoire promet ? Le film donne des raisons d'espérer, mais il ne prétend pas qu'il possède déjà toutes les réponses. Il devra négocier avec des royaumes méfiants, faire face à Black Manta, gérer la vérité d'Atlana et trouver une nouvelle relation avec la surface. La valeur de son aventure ne vient pas du fait qu'elle le rend infaillible. Elle vient du fait qu'elle lui apprend à ne plus fuir les questions qui n'ont pas de réponse immédiate. Aquaman se termine donc comme une histoire de couronnement, mais le mot peut être trompeur. Il ne s'agit pas du moment où un homme reçoit enfin ce qu'il désirait depuis le début. Arthur ne désirait pas cette couronne. Il s'agit du moment où il accepte une charge parce qu'il a compris que son absence laisserait les autres payer le prix. Cette différence donne à sa victoire un poids particulier. Il ne monte pas sur le trône pour posséder un royaume. Il le fait parce qu'il a appris à en entendre les voix. Voilà pourquoi Aquaman conserve, derrière son immense spectacle, une émotion nette. La mer du film n'est jamais seulement un décor bleu rempli de dangers. Elle est une mémoire, une frontière et un avenir que deux mondes ont trop longtemps refusé de partager. Arthur n'en devient pas le maître au dernier plan. Il devient celui qui accepte enfin de se tenir entre les rivages, avec leurs fautes, leurs blessures et leurs possibilités. La force de cette fin tient à son refus de fermer toutes les portes. Le héros a retrouvé sa mère, mais il doit encore apprendre à vivre avec elle. Il a vaincu Orm, mais il doit maintenant gouverner ceux qui l'ont suivi. Il a gagné le trident, mais cette arme lui rappelle que chaque souverain peut recommencer les erreurs d'Atlan. Il a sauvé la surface d'une guerre, mais il ne peut pas ignorer ce qu'elle inflige aux océans. Sa victoire vaut parce qu'elle ne le libère pas du monde, elle l'y attache davantage. Et c'est peut-être l'image qui reste, un homme né d'un phare et d'un royaume englouti, assez imparfait pour douter, assez courageux pour revenir, assez attentif pour entendre ce que les autres ne veulent pas écouter. Entre les profondeurs et la lumière, Arthur Curry trouve enfin sa place, non pas au-dessus des deux mondes, mais responsable de ce qui peut encore les réunir. Cette promesse ne demande pas de croire que l'océan oubliera ses cicatrices. Elle demande de croire qu'un héritier peut choisir l'écoute plutôt que la conquête, la responsabilité plutôt que la fuite et le lien plutôt que la haine. C'est dans cette décision, plus que dans son trident, que réside la vraie puissance d'Aquaman. Une puissance capable de transformer une guerre annoncée en avenir possible pour tous les royaumes, comme pour les rivages humains.